Sade le silence derrière la chanson. La voix de Sade est plus qu'une musique, c'est une atmosphère. Fumée suave et pleine d'âme, c'est le son de la nostalgie de fin de soirée et de la résilience tranquille. Avec des classiques inoubliables comme Smooth Operator et The Sweetest Taboo, elle est devenue la voix de la sophistication et de la profondeur émotionnelle. Et puis, elle a disparu. Ses retraites publiques n'ont jamais été accompagnées de scandales, ni expliquées par des gros titres. Elle s'est simplement retirée, lentement, silencieusement, laissant les fans s'interroger « Pourquoi Sade a-t-elle disparu des projecteurs ?» Qu'est-il arrivé à la femme qui définissait le cool avec un simple murmure? Il s'avère que la vérité est bien plus intime et bien plus déchirante que le monde ne l'a jamais su. Née dans le calme, toutes les stars ne commencent pas leur vie sous les projecteurs. Pour Hélène Folasade Hadou, la femme que nous avons connue sous le nom de Sade, le voyage a commencé par un enchevêtrement d'absence de tensions culturelles et de déplacements émotionnels. Elle est née à Ibadan, au Nigeria, entourée de chaleur de couleurs et de rythme. Mais à l'âge de 4 ans, son monde a basculé. Ses parents se séparent et elle est envoyée avec sa mère et son frère en Angleterre, un pays étranger au ciel gris et aux visages inconnus. Soudain, la vie animée qu'elle avait connue a disparu, remplacée par le froid des rues d'Essex et l'aliénation subtile d'être autre. Son nom était étrange sur les langues anglaises. Sa peau se distinguait. Sa voix portait un mélange d'accents qui n'appartenait à aucun endroit. Elle est donc devenue invisible, le silence qui a formé le son. Au lieu d'essayer de s'intégrer, Sade a appris à disparaître. Elle s'est enveloppée de silence, devenant l'observatrice plutôt que la participante. La solitude lui a appris à écouter, et à partir de cette tranquillité, elle a construit son propre monde. Elle ne cherchait pas à attirer l'attention. Elle n'en avait pas besoin, parce que dans son silence quelque chose de rare se formait. Un son qui résonnerait un jour à travers les continents. Le calme de velours de sa musique n'était pas seulement un style, c'était une question de survie. Chaque note était un lieu de repos, chaque texte une confession murmurée, à travers la douleur d'être invisible. La sortie que nous n'avons pas comprise. Lorsque Sade s'éloigne des projecteurs, ce n'est pas par arrogance ou par désintérêt. C'était pour une toute autre raison, l'instinct de conservation. La célébrité ne la nourrissait pas, elle la vidait. Elle n'avait pas besoin de lumière clignotante ou de tapis rouge. Ce dont elle avait envie, c'était de quelque chose que la célébrité ne pourrait jamais lui offrir: la paix, la famille, la vérité, et c'est ainsi qu'elle a disparu. Mais pas parce qu'elle n'avait plus rien à dire. Elle avait déjà dit tout ce qu'elle avait à dire, tout doucement, tout, vivant entre deux cultures. La pulsation de l'âme du Nigeria et la retenue de l'ordre britannique, elle a absorbé l'une et l'autre, et ni l'une ni l'autre. Cette fusion a façonné sa voix, son accent, son phrasé. Chaque tremblement et chaque pause portent l'écho de pays lointains et d'histoires non dites. Lorsque Sade a enfin trouvé le chemin de la scène, sa voix portait cette tension et cette richesse. Chaque note murmurait plus qu'une mélodie. Elle portait la mémoire, la nostalgie et la douleur d'être invisible. Son enfance peut sembler ordinaire sur le papier avec l'école. La famille et la routine, mais en dessous se cachait une tourmente silencieuse, un sentiment de non-appartenance et de deuil de ce qui a été perdu. Sa voix n'était pas seulement belle, elle était réelle, brute et enveloppée dans l'histoire d'une fille qui a été forcée d'écouter quand elle avait le plus besoin d'être entendue. Même si Sade a trouvé du réconfort en apprenant à chanter doucement pour elle-même ou en dessinant des personnages en classe d'art, elle portait dans chaque souffle le schéma de sa douleur précoce, la tension culturelle, la solitude de l'exil. Le dialogue interne sur la question de savoir à quoi j'appartiens, tout cela est devenu sa toile inexprimée. La douleur et la créativité forment un paradoxe. Du chagrin d'amour naît la beauté de l'isolement, naît la connexion. C'est pourquoi sa voix est aujourd'hui si intime. C'est plus qu'une technique, c'est un témoignage. Lorsqu'elle chante, nous entendons une femme qui a traversé la vie sur la pointe des pieds, accablée par l'invisibilité,
et qui s'est levé pour dire la vérité à travers la musique. Son son est un témoignage de la douleur transformée en art et du pouvoir imparable d'une voix née dans le silence. Cette enfance turbulente ne l'a pas entièrement définie, mais elle a façonné les piliers de son art et préparé le terrain pour une vie où la musique deviendrait sa véritable patrie. Avant même que le monde ne connaisse son nom, Saad Abou traçait tranquillement son propre chemin, passant du mannequinat à l'école d'art et au design dans l'ombre des groupes de funk, apprenant à survivre dans une culture obsédée par la création qui s'arrêtait rarement pour l'observer. Après une école d'art à Londres, elle a évolué dans des cercles créatifs tantôt mannequin, tantôt dessinatrice de tissus et de silhouettes, mais elle s'est toujours sentie négligée. Son talent était brillant, mais elle n'avait pas de scène pour le mettre en valeur. C'est alors que par hasard, plus que par dessein, elle répond à une invitation à chanter les chœurs de Pride, un groupe de funk grinçant mais peu connu, qui se produit devant des foules modestes dans des pubs. Lors de ces soirées peu éclairées, alors que la fumée de Prince frissait en arrière-plan et que les ballets de batterie murmuraient dans la brume. Elle se tenait dans l'ombre, sa présence discrète, sa voix stable, se fondant dans la masse, plutôt que de s'en détacher. Ce fut un début entièrement chuchoté. À l'époque où les médias sociaux n'existaient pas encore, où les équipes de promotion et les cycles de relations publiques n'existaient pas encore, les artistes trouvaient le succès dans des salles basses et des rencontres fortuites. Et cet environnement est devenu son humble forge. Au début, personne n'y prêtait attention, le public était poli, les promoteurs n'étaient pas intéressés, mais quelque part au cours de ses concerts nocturnes, elle a découvert deux vérités. Sa voix avait de la gravité, et le silence pouvait avoir du pouvoir. Puis vint l'un de ces moments rares, presque miraculeux, une interprétation impromptue de Smooth Operator, inconnue mais inoubliable. Avec rien d'autre qu'une mélodie fragile et une foule murmurante derrière elle, elle s'est avancée, et juste comme ça, la salle s'est tue. Les conversations s'arrêtent au milieu d'une phrase, les guitares se reposent. Les tambours font une pause, les lumières s'éteignent. Le temps, lui-même semble respirer autour d'elle. Le petit groupe s'est retrouvé suspendu dans une sorte de révérence rare, réveillé par son phrasé, sa synchronisation et la blessure de l'âme dans son ton. Les éclaireurs se sont rapprochés, les journalistes ont griffonné des notes, et même la ville indifférente a semblé s'arrêter. Elle n'aboyait pas pour attirer l'attention, elle l'appelait. Avec une production minimale et sans spectacle synthétisé, Smooth Operator est né non pas comme un produit, mais comme une confession, un vœu fumeux d'authenticité. Au mépris des lumières et des tendances, elle a choisi la voie d'une puissance tranquille, d'une rébellion de velours. Dans un monde dominé par la synth-pop et le flash, elle nous a donné une âme discrète, intime et irréfutablement réelle. Son succès n'a pas reposé sur des budgets de marketing ou des séances de photos sur papier glacé, il est né de quelque chose de plus profond, d'un refus de jouer, d'une demande de connexion, et tandis que sa voix s'élevait sur les ondes, elle portait un courant sous-jacent qui résonnait avec tous ceux qui s'étaient déjà sentis invisibles. La file qui se cachait dans l'ombre, l'outsider qui a ensuite donné une voix au mal de l'exclusion. Say ne s'est pas contentée de percer, elle s'est épanouie discrètement, une fleur qui prospère dans les fissures de l'indifférence. Lorsque Diamond Life a fait irruption dans la conscience mondiale en 1984, cela aurait dû être ressenti comme une justification pour Saïd, un triomphe fondé sur une émotion brute, une âme qui brûle lentement et une intégrité inébranlable. L'album s'est envolé dans les charts du monde entier, lui valant un Grammy pour la meilleure nouvelle artiste, un Brit pour le meilleur album britannique et des plaques de platine qui brillaient comme une validation de sa rébellion tranquille. Pourtant, au milieu de cette vague d'acclamations, une tempête plus sombre s'est levée, une tempête qu'elle n'a jamais voulu et qu'elle n'a jamais pu contrôler. Les tabloïds britanniques, avides de scandales, se sont emparés de son silence. Au lieu de célébrer son talent artistique, ils l'ont qualifié de « diva froide »,
une caricature imprégnée de connotations coloniales et raciales. Sa grâce a été transformée en distanciation, son calme en dédain. Tout ce qu'elle avait fait, c'était refuser de jouer le jeu, pas de séance photo tape à l'œil, pas de titres scandaleux, pas de publicité à bon marché. Mais les médias avaient déjà choisi le récit. Elle était distante, inconnaissable et trop élégante pour qu'on lui fasse confiance. Semaine après semaine, les fabrications se sont succédées. Selon eux, elle aurait accouché en secret d'un nourrisson caché derrière ses balançoires à tambour d'acier. Elle aurait fait des folies pour acheter un club de football, ce qui a alimenté les rumeurs selon lesquelles elle gaspillait sa fortune. La presse s'est déchaînée sur ces histoires, les faisant passer pour des vérités, puis les amplifiant jusqu'à ce que les ragots prennent le pas sur l'honnêteté émotionnelle de sa musique. Ce n'était pas seulement malhonnête, c'était une violation personnelle. Une femme qui a grandi en cherchant à se faire comprendre qui a préféré la discrétion, à l'étalage a vu sa personnalité déchiquetée publiquement. C'était comme voir sa voix autrefois si imposante et chaleureuse, étouffée par la rumeur, au lieu d'être écoutée pour sa sincérité. La piqûre est d'autant plus forte que Sade n'était pas une recluse par nature. Elle a simplement préféré le silence à la marchandisation. Et le silence a été impitoyablement transformé en tromperie. Ses interviews minimales ont été présentées comme de l'arrogance. Son regard caractéristique, si souvent interprété comme plein d'âme, a été transformé en mépris. Une citation célèbre résonne. « J'en suis venu à penser que ces magnétophones que les journalistes utilisaient ne faisaient que brouiller ce que vous disiez comme un liquidateur. Ce n'était pas de l'humour, c'était un déchirement. Après s'être battu toute sa vie pour obtenir une voix et une place, la voilà qui voit ses mots traîner dans la boue. Pourtant, les mêmes accolades qui validaient son art lui semblaient désormais vides. Les trophées brillent comme des symboles creux dans une maison où règne la méfiance. Soudain, le monde qui loue sa musique commence à douter de son humanité. Et dans cet espace de dualité à la fois adulé et calomnié, Sade est confrontée à une crise qui va au-delà de l'épuisement créatif. Elle a été mise à nu sur le plan émotionnel, son intégrité a été remise en question, sa personnalité a été publiquement mal étiquetée. En Amérique, les radios et les fans ont adopté sa sincérité. Mais dans son pays, la confiance s'est brisée. Elle est à la fois célébrée et assiégée, aimée et diffamée. Alors que les interviews se raréfient et que les apparitions publiques se font plus rares. Sade commence à s'adoucir presque imperceptiblement. Ses prochaines œuvres musicales conservent l'élégance, mais l'âme tremble de prudence. Chaque nouveau texte semble contenir une couche de protection, comme si elle avait érigé des murs émotionnels pour se protéger d'une nouvelle agression. Elle continue à se produire, mais les projecteurs ne sont plus sa maison. Elle avait l'impression d'être un champ de bataille possible. Ainsi, si Diamond Life a été le moment de son arrivée explosive, il a également été le creuset qui a mis à l'épreuve son cœur même. La percée s'est transformée en point de rupture. Derrière le platine et les louanges se cachait une femme accablée par la distorsion, par des images qu'elle n'a jamais endossées, par des questions qu'elle n'a jamais posées. Les plus hauts sommets du succès ont été accompagnés des plus basses vallées de la vulnérabilité, et Sade les a affrontés seul, battus par des titres qui ont oublié ce qui la distinguait au départ, la vérité non filtrée de sa voix. Lorsque l'éclat de la célébrité a commencé à s'estomper et que les tabloïds ont refroidi leur ardeur, Sade s'est retirée discrètement dans l'ombre. Pourtant, la suite fut tout sauf paisible. Après l'échec de son mariage public avec Carlos, elle a trouvé refuge et amour auprès du producteur Bob Morgan, et le couple s'est enfui en Jamaïque à la recherche d'un refuge. Au lieu de cela, la Jamaïque est devenue un creuset. Par une soirée humide, elle est arrêtée par la police. Sans raison, sans avertissement. L'atmosphère a changé instantanément. Le conducteur innocent, l'artiste porteur d'une âme, est devenu une cible. Elle a été ébranlée dans le calme qu'elle avait construit. On lui a demandé de l'argent, on l'a menacée de vagues accusations, on a retenu son passeport, on lui a confisqué sa dignité. Elle se souviendra plus tard de l'incident comme d'une trahison surréaliste de l'humanité qui allait au-delà du simple désagrément.
C'est devenu une leçon de peur et de vulnérabilité. Elle a fui l'île à l'aube, ses projets réduits à néant, jurant discrètement qu'elle ne reviendrait jamais, qu'aucun paradis ne lui coûterait à nouveau son sentiment de sécurité. De retour en Angleterre, le silence qu'elle chérissait autrefois s'est transformé en une solitude creuse à mesure que les ombres de sa carrière refaisaient surface. Une nouvelle tempête se prépare, non pas de la part des fans, mais de la part de quelqu'un en qui la chanteuse avait eu confiance. Paul Cook, ancien membre du groupe et co-auteur de ses premiers textes, a intenté une action en justice réclamant des droits d'auteur et des crédits de l'époque de Pride. La bataille a duré de 1995 à 2023, un testament glaçant de fantômes non résolus. Les documents juridiques remplaçaient les paroles de chansons, les dépositions remplaçaient les séances d'écriture. Elle arrivait aux audiences en arborant une armure de sang-froid, mais à l'intérieur, elle se sentait exposée comme si quelqu'un déterrait sa jeunesse dans les salles de commission de la banlieue, lui rappelant d'où elle venait et ce à quoi elle avait survécu. Chaque comparution devant le tribunal rouvrait de vieilles blessures. Les nuits insouciantes dans les pubs, la magie des jams de fin de soirée, l'espoir des rêves collectifs. Désormais disséqués et passés au crible, ces souvenirs ont été transformés en preuves, en arguments, en revendications. Elle s'est battue non seulement pour obtenir les crédits qui lui revenaient de droit, mais aussi pour son histoire, la vérité sur ce à quoi elle avait contribué, sur ce qu'elle avait été et sur ce qu'elle était devenue. Au milieu des batailles judiciaires et de l'épuisement émotionnel, Sad était aussi la gardienne d'une jeune vie. Son fils, né en Jamaïque avec Bob, est devenu l'encre qui l'a maintenu en vie. Elle l'a protégé des médias, des ragots. De l'incertitude l'a soigné. Pendant les nuits tropicales, lui a chanté des berceuses à la lumière vacillante des lampes, lui a appris à planter des graines, à aimer les voix silencieuses de la terre. Et pourtant, le drame de la salle d'audience et les menaces étrangères persistent, rappelant constamment que même dans les espaces privés, elle n'est pas totalement libre. La musique s'est glissée dans des enregistrements privés, des démos déposées dans des greniers, des mémos vocaux enregistrés à la faible lumière de la fenêtre, des mélodies nées de la réflexion plus que de l'ambition. La musicienne qui remplissait autrefois les arènes s'était repliée sur elle-même, faisant de la musique pour elle, et son fils loin des microphones et des spectacles. Le litige avec Cook n'était pas seulement embarrassant, il était aussi déchirant. Pendant près de 30 ans, elle a vu son nom et son travail disséqués dans le jargon juridique. Ses premières créations ont été réduites à des contrats et à des crédits. Dans les salles d'audience, elle a entendu les mêmes histoires qu'elle chantait autrefois revenir comme des faits arides. Auteur revendiqué en novembre. 1982, contribution à la session contestée en janvier. 1993. Chaque ligne de la transcription du juge était un souvenir qu'elle avait évoqué pour créer une harmonie, une mélodie, un sens aujourd'hui aplati par les termes de la procédure. Elle transportait des dossiers juridiques dans son sac à main. Elle portait la mélodie dans son cœur. Le conflit entre l'art et la loi lui semble profondément personnel. Un document pouvait-il vraiment définir la création? Un tribunal pouvait-il vraiment valider l'âme? À travers tout cela, son esprit était tempéré, mais inébranlable. Lorsque les tempêtes se sont abattues sur la Jamaïque ou dans la salle d'audience, elle a crié en silence et avec une dignité tranquille. Elle a fait de petits actes de résistance, refusant les déclarations publiques, n'accordant pas d'interview, permettant de s'exprimer, mais ne dévorant pas les gros titres. Dans les tranchées de la dispute, elle a gardé sa frontière émotionnelle, chuchotant à son fils des mots sur le courage, les racines, l'intégrité. La femme qui offrait autrefois des invitations enfumées au chagrin d'amour construisait maintenant une forteresse de silence autour de la vulnérabilité. Le pire, ce sont les nuits où elle reste éveillée dans sa maison désormais silencieuse, assez grande pour faire écho, mais assez vide pour lui comprimer la poitrine. Aucune guitare n'attendait à son chevet, aucun prix ne brillait dans les rayons de lune,
juste des ébauches, qui demandaient de l'attention et du chagrin, qui demandaient à être libérées. Elle se demandait comment guérir lorsque la mémoire est devenue une preuve et l'âme un argument. Mais dans ces heures sombres, elle a auditionné la résilience. Chaque feuille de papier déposée, chaque témoignage donné, l'a rendue plus sûre que la vérité valait la peine d'être défendue, même si le prix à payer était la solitude. Alors que les procès ont finalement abouti à des conclusions parfois en sa faveur, parfois non, les blessures émotionnelles sont restées. Pendant des années, elle n'a pas produit d'autres albums studio, non pas pour des raisons de silence créatif, mais pour des raisons de protection émotionnelle. Elle s'est tenue à l'écart des scènes qui lui appartenaient autrefois, mais elle n'a pas été ébranlée. À l'abri des regards, elle a réécrit sa vie. Mentor mère, créatrice privée. La Jamaïque a été laissée derrière elle, l'Angleterre lui a offert une sécurité froide, mais son cœur est resté prudent. Elle a émergé de ces années avec une force tranquille, comprenant que certaines cicatrices ne s'effacent jamais complètement, mais qu'elles favorisent la survie. Certaines voix tremblent encore des échos de la salle d'audience, d'autres fredonnent des berceuses chantées pour protéger un enfant. Lorsque le monde se souvient aujourd'hui de Sud, il célèbre son élégance et sa grâce, sans se souvenir des nuits qu'elle a passées à craindre des étrangers en uniforme ou à se battre pour la paternité d'un ouvrage dans des salles stériles. Le public a lu des éloges, elle a porté des cicatrices. Le public a entendu son album, elle a emporté avec elle les souvenirs des salles d'audience. Le public a su que son fils était une bénédiction. Elle l'a su qu'il était à la fois son ancrage et sa raison d'être. Cet air de retrait n'était pas une absence, c'était une création née d'une crise, un silence gagné par la bataille, une dignité forgée dans l'épreuve la plus profonde. C'est peut-être la plus grande performance de toutes celles qui lui a permis de reprendre sa vie en main au-delà de la mélodie et des projecteurs, et de nous apprendre que le triomphe le plus épique est souvent celui qu'aucun public ne voit. Alors que le monde spéculait à l'infini sur la carrière de Sade, ce qui consumait vraiment son cœur n'était pas la musique, c'était la maternité. Loin des caméras des studios et des scènes, elle s'est entièrement consacrée à l'éducation de son fils Isaac. Né au cours d'une période mouvementée de sa vie, il est devenu à la fois son sanctuaire et son triomphe silencieux. Dans un monde où l'on attend des mères célèbres qu'elles soient parfaites, Sade a offert quelque chose de plus profond, une dévotion tranquille, pas de gros titres, pas de tapis rouge, pas de rôle de mère, juste une femme, aimant farouchement son enfant, construisant un foyer qui protégeait plus que l'intimité, il protégeait l'identité, la vérité et le devenir. Au fur et à mesure qu'Isaac grandissait, son propre voyage vers la découverte de soi lui apportait de nouveaux défis. Lorsqu'il a fait son coming out en tant que transgenre, il n'y a pas eu de conférence de presse ni de frénésie des tabloïds, car Sade avait déjà construit une forteresse de sécurité autour de lui. Elle n'a pas affiché d'affirmation publique, ni fait de grandes déclarations d'alliés, mais elle a fait ce qu'elle avait toujours fait, se tenir à ses côtés en silence, avec force et dans un amour inébranlable. Elle s'est assise avec lui dans les cliniques, elle lui a tenu la main dans les chambres d'hôpital. Elle a murmuré de la force à ses peurs, bien avant que le monde ne sache ce à quoi il était confronté. Dans les plis tranquilles d'une vie privée, Sade est devenu quelque chose de plus qu'un bouclier. Isaac rompra plus tard ce silence, non pas pour se mettre en valeur, mais pour exprimer sa gratitude. « Ma mère a tout abandonné pour être là pour moi », a-t-il écrit dans un message très personnel. Elle a été le plus grand soutien de ma vie, non seulement dans ma transition, mais aussi dans toutes les formes de croissance que j'ai connues. Ces mots ont plus de poids que n'importe quel prix remporté par Sade. Ils révélaient une femme qui avait troqué les applaudissements contre la protection, la célébrité contre la fidélité et les lumières de la scène contre des veilleuses dans une pièce calme où son fils apprenait à se reconstruire. Ce qui est encore plus remarquable, c'est la façon dont elle s'est laissée invisibiliser, alors que de nombreuses personnes en vue auraient pu se servir d'une telle histoire pour redorer leur blason ou gagner en notoriété. Sade est restée silencieuse, non pas parce qu'elle avait honte, mais parce qu'elle pensait que l'histoire de son fils
n'appartenait qu'à elle. Elle a compris que le véritable soutien ne consistait pas à être vu, mais à se montrer encore et encore même lorsque personne ne regardait. Son sacrifice n'était pas une performance, il était profond. Et en cela, elle a enseigné non seulement à son fils, mais au monde entier, ce qu'est véritablement l'amour inconditionnel. Derrière les portes closes, le voyage n'a pas été sans douleur. Il y a eu des moments de peur, peur pour la sécurité d'Isaac, peur de l'incompréhension du rejet de la société. Il y a eu des nuits blanches où Saad a repensé à chaque conversation, à chaque choix, se demandant si elle en faisait assez, si elle en était assez. Pendant ces heures, elle n'était pas une icône. Elle était une mère assise seule dans une cuisine sombre, le cœur serré non pas à cause de sa propre souffrance, mais parce qu'elle portait la douleur de son enfant, comme si c'était la sienne. En même temps, il y avait de la beauté dans ces batailles intimes. Apprendre à Isaac à replanter un jardin comme métaphore de la guérison, chanter doucement en lui brossant les cheveux pendant sa convalescence, choisir soigneusement ses mots pour expliquer la dureté du monde sans jamais laisser l'amertume s'enraciner. Il ne s'agissait pas de gestes spectaculaires. Ce sont des actes d'amour quotidien qui ont jeté un pont entre la douleur et la raison d'être. En l'absence de musique, Saad écrit sa chanson la plus importante, une chanson sans mélodie, mais pleine de sens. Pourtant, il serait injuste de dire que Saad a disparu pendant ces années. Elle n'a pas disparu, elle a évolué. Elle est devenue une force tranquille de résilience. Son amour plus fort que n'importe quel microphone, sa loyauté plus forte que n'importe quel refrain. Les fans se sont peut-être demandé pourquoi il n'y avait pas eu de nouvel album, pas de tournée, pas de nouveaux singles. Mais, en réalité, Saad avait choisi un autre type d'héritage. Non pas un héritage défini par les palmarès, mais par le caractère, non pas un héritage célébré par les critiques, mais chéri par un fils qui connaissait le prix à payer pour devenir et le pouvoir d'être vu. Aujourd'hui, alors qu'Isaac s'épanouit pleinement en tant qu'homme, façonné par la lutte et la grâce, il porte non seulement le nom de sa mère, mais aussi les valeurs qu'elle a vécues. L'intégrité, la douceur, la force du silence. Il est à bien des égards sa chanson vivante. Quant à Saad, elle reste exactement ce qu'elle a toujours été, indifférente aux tendances à la célébrité ancrée dans l'amour. Elle n'écrit peut-être pas de lettres ouvertes ou n'accorde pas d'interviews, mais son histoire parle à travers la vie qu'elle a façonnée. Dans le domaine des victoires discrètes, la sienne est peut-être l'une des plus grandes. Élever un enfant, non seulement avec amour, mais avec libération. Disparaître du monde, non pas dans la défaite, mais en défiant son bruit, et de revenir non pas en fanfare, mais avec un héritage qui chuchote. Voilà à quoi ressemble vraiment l'amour. Après des années de silence, alors que le monde commençait à croire que Saad s'était définitivement éloigné de la musique, elle est revenue non pas avec un murmure, mais avec une vague. En 2010, elle a sorti Soldier of Love, une œuvre obsédante et résolue, qui a fait taire tous les doutes quant à savoir si elle était encore en mesure de le faire. Le titre de la chanson est empreint d'une émotion brute, le mélange de retenue et d'intensité propre à Saad. Sa voix inchangée sans précipitation est comme une lettre ouverte après une décennie, dont le contenu est toujours d'une actualité déchirante. L'album s'est hissé au sommet des classements dans de nombreux pays, lui a valu un Grammy et a ravivé la flamme chez des fans qui l'attendaient depuis longtemps. Lorsque la tournée qui l'accompagne a été annoncée, les billets se sont envolés en quelques heures. Les spectateurs, souvent grisonnants, ne venaient pas seulement pour un concert, mais pour communier avec quelqu'un qui avait marqué leurs souvenirs et apaisé leurs blessures. Et pourtant, aussi vite qu'elle était apparue, elle s'est retirée à nouveau. Il n'y a pas eu d'interview de suivi, pas de réédition de luxe, pas de déclaration d'adieu. Interrogée à de rares occasions sur ses absences prolongées, elle s'est contentée de répondre « Je vis à mon rythme ». Pas besoin d'expliquer, pas d'excuses. Elle n'a jamais appartenu à l'horloge de l'industrie. Elle a toujours suivi son propre rythme. C'était à la fois un retour et une retraite, un rappel que même lorsque Saad revient à la lumière, elle ne le fait pas pour récupérer la pertinence, mais pour exprimer quelque chose de vrai, puis se retirer pour protéger cet espace sacré du bruit.
Depuis, ses apparitions sont restées aussi rares que jamais. Un seul titre pour une bande originale de film, un murmure sur des séances de studio qui pourraient ou non avoir lieu, mais jamais de teasing, jamais de gimmick. La célébrité n'a plus cours pour elle. Peut-être ne l'a-t-elle jamais fait. Elle est réapparue non pas pour changer de marque ou se relancer, mais pour affirmer une vérité simple. L'art, lorsqu'il est réel, ne cherche pas à attirer l'attention. Il arrive quand il faut, puis disparaît sans explication comme elle l'a toujours fait. Aujourd'hui, Sade vit loin des lumières scintillantes de sa gloire passée, cachée dans la campagne tranquille du Gloucestershire en Angleterre. Sa maison, une ferme autrefois négligée et restaurée avec amour, lui sert aujourd'hui de sanctuaire, un espace rempli non pas de récompenses et de disques d'or, mais de paix de terre et d'âme. Elle partage cette vie avec son partenaire de longue date, Ian Watts, un ancien Royal Marine, et leur fidèle chien. Il n'y a pas d'équipe de tournage, pas de communiqué de presse, pas de mise à jour sur les réseaux sociaux. Sade vit entièrement hors réseau, préférant les rythmes de la nature aux algorithmes de l'Internet. Alors que le monde tourne de plus en plus vite, elle avance à son rythme, s'occupant de son jardin, avec la même grâce que celle qu'elle mettait autrefois sur scène. Les voisins l'ont parfois aperçu marchant dans les champs brumeux, le chien à ses côtés, la tête légèrement baissée, comme si elle écoutait la terre elle-même. Ses amis disent qu'elle trouve une joie tranquille dans la cuisine, dans les soins apportés à sa mère vieillissante et dans les calmes répétitions de la vie rurale. Elle ne se cache pas, elle protège quelque chose de sacré. En 2020, lors d'un rare moment capturé par sa filleule, Lia Sade est apparue avec sa famille, son compagnon Ian, sa mère Granny Annie et son chien Jesse James, marchant calmement sur leur propriété. C'était une rare fenêtre sur son monde. Pas de mode, pas de performance, juste une présence. Elle ne court plus après les applaudissements, elle embrasse le calme. Sade a dit « Je vis à mon rythme ». Et maintenant, ce rythme est rempli de la lente éclosion des fleurs, de la fidèle compagnie des animaux et du réconfort inébranlable de l'amour choisi. La célébrité n'a plus d'emprise sur elle. Elle n'a rien à prouver. Sa vie n'est plus axée sur les classements ou les critiques, mais sur le sacré ordinaire, le calme qui guérit l'amour qui dure, et l'intimité qui protège ce qu'il y a de plus humain. En s'éloignant, elle n'a pas disparu. Elle est simplement revenue à elle-même. Bien que Sade se soit retirée depuis longtemps de la scène publique, sa présence reste indéniable. Sa musique, à la fois sobre et riche, continue de faire vibrer des générations d'artistes et de fans. Des icônes telles que Beyoncé, Alicia Keys, Frank Ocean et The Weeknd l'ont toutes citée comme une influence non seulement pour son son intemporel, mais aussi pour son refus de compromettre l'authenticité. Dans un monde obsédé par le bruit, Sade a prouvé que le silence peut être la voix la plus puissante qui soit. Ses chansons pleines de retenue et de douleur continuent de résonner dans les cœurs qui se souviennent de ce que signifie ressentir profondément. Son élégance n'a jamais été une performance, c'était une façon d'être. Sa force n'était jamais bruyante, elle était dans son calme. Comme l'a dit un critique, ce sont parfois les voix les plus calmes qui durent le plus longtemps. Et la voix de Sade enfumée, tendre, provocante, persiste longtemps après que la dernière note se soit éteinte. Elle nous a appris que disparaître ne signifie pas s'évanouir, mais peut signifier choisir la paix plutôt que la performance, la substance, plutôt que le spectacle, l'amour, plutôt que l'héritage. Son histoire n'est pas seulement celle de la célébrité ou de la musique, c'est celle de la dignité, de la résilience et de la fidélité à soi-même, dans un monde qui en demande toujours plus. Sa retraite n'était pas une faiblesse, c'était une force des plus rares, et dans son silence elle a peut-être parlé plus fort que la plupart des gens ne pourraient jamais le faire. Et vous avez-vous déjà choisi la paix plutôt que le bruit? Vous êtes-vous déjà éloigné de quelque chose pour protéger votre âme? Que représente Sade pour vous? Nous aimerions entendre vos pensées, vos souvenirs, vos réflexions, car parfois les plus beaux héritages sont ceux que nous portons en nous tranquillement, tendrement pour toujours.